On se retrouve pour notre fait du jour et regardez ces images maintenant de colonnes de chars ukrainiens dans la région de Koursk. L'Ukraine est-elle en train de frapper un grand coup à Koursk? Peut-on parler de contre-offensive de l'Ukraine à Koursk? Dans un message publié sur Facebook, l'état-major ukrainien fait état de 114 combats, 42 dans le seul oblast de Koursk, où l'armée russe a reconnu elle-même avoir repoussé une contre-offensive ukrainienne plus tôt dimanche. Dans le même message, 12 combats se déroulent actuellement, c'est ce que l'on apprend. Est-ce un coup de poker des Ukrainiens? Avec quelle efficacité? Est-ce qu'il y a de quoi déstabiliser les Russes? On en parle avec le général Jean-Paul Pérusse. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, général de corps d'armée, ancien directeur de l'état-major militaire de l'Union européenne. Et nous sommes toujours avec Marion von Rottergem, Tristan Banon et Dominique Seux. Avant de vous entendre, d'abord, on revient ensemble sur les combats de ces dernières heures avec Suzy Bernard-Ménéguz. Des tirs de chars à Koursk. La réponse des soldats russes face à l'offensive ukrainienne. Opération surprise hier dans l'ouest de la Russie. L'Ukraine y a lancé une contre-attaque. Peu de communication. Mais Volodymyr Zelensky s'en félicite. Lors des combats qui se sont déroulés aujourd'hui et hier près d'un seul village, l'armée russe a perdu jusqu'à un bataillon d'infanterie, y compris des soldats nord-coréens et des parachutistes russes. Les forces ukrainiennes contrôlent déjà plusieurs centaines de kilomètres carrés dans la région depuis un assaut en août dernier. Elles auraient pris un peu plus de territoire. Les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km derrière la ligne, ce qu'on appelle la ligne 0, c'est-à-dire derrière la dernière position russe qu'ils avaient. Et donc ils ont progressé de 2,5 km en profondeur, ce qui fait qu'ils ont, d'après les sources, pris entre 15 et 25 km en une journée. De son côté, la Russie affirme avoir repoussé l'offensive. Le groupe d'assaut de l'armée ukrainienne a été vaincu par l'artillerie et l'aviation. Pour Anthony Blinken, la position ukrainienne à Koursk est importante en vue d'éventuelles négociations. Mais la Russie pourrait réagir. Vladimir Poutine ne peut pas tolérer la présence de soldats ukrainiens sur le sol russe. Et voilà, c'est ça, le préalable de tout d'une certaine façon. La reconquête de ce territoire, pour lui, ce sera le préalable de tout. Donc ça devient une priorité absolue pour les Russes. La contre-attaque ukrainienne intervient 2 semaines avant l'investiture de Donald Trump. Hier, Volodymyr Zelensky s'est dit certain qu'il parviendra à un accord avec le futur président américain et que celui-ci lui offrira des garanties. Général, est-ce qu'on peut parler de contre-offensive de Kiev? Je parlerai plutôt de contre-attaque avec des objectifs limités. Contre-attaque nécessaire et même très utile pour les Ukrainiens pour montrer que leur combat défensif ne les prive pas de prendre l'initiative quand ils le jugent utile. Parce qu'après tout, ça fait 3 ans que l'Ukraine résiste contre l'armée russe, qui est très supérieure en nombre et en matériel, en munitions, etc. Et le terrain gagné par les Russes pendant ces 3 ans, c'est quand même quelque chose de très très faible, très mineur. Et là, en prouvant que les Ukrainiens sont non seulement capables d'envahir une petite partie du territoire russe, mais de la garder un certain temps, c'est quand même un affront par rapport à Vladimir Poutine. Et effectivement, dans la perspective de négociations qui vont sans doute commencer sous l'égide de Donald Trump lorsqu'il aura pris effectivement la présidence, on peut penser que c'est un atout important. On va y revenir, parce qu'il y a des mots forts venus des États-Unis aussi ces dernières heures sur ce sujet. Mais là, clairement, on est dans une forme de coup de poker des Ukrainiens qui recherchent la surprise stratégique pour montrer qu'ils peuvent déstabiliser. Je ne dirais pas un coup de poker, je pense que c'est très raisonné, que le coût-efficacité de cette opération a été pesé à l'avance et qu'il s'agissait de quoi ? De regagner sans doute, d'abord de désorganiser le dispositif russe qui est au contact. Et on l'a vu à travers ce que disait Xavier Titelman tout à l'heure, les Ukrainiens qui ont progressé de 2 km en une journée pratiquement. Et il est intéressant, moi, les informations que j'ai eues, c'est qu'un poste de commandement important aurait été détruit dans la région, vers le village de Lgov, qui est dans ce coin-là. Donc on voit que cette opération a été planifiée par rapport à des objectifs qui, faute d'être stratégiques, j'utiliserai pas ce mot-là, avaient une importance tactique pour eux. Et en attaquant ces postes de commandement, ces réserves logistiques par une contre-offensive, par une contre-attaque, eh bien vous désorganisez pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le dispositif adverse qui est au contact. Puisque vous citez Xavier Titelman, il parle même de basculement. On va le réécouter, vous me direz ce que vous en pensez juste après.
Les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km derrière la ligne, ce qu'on appelle la ligne 0, c'est-à-dire la dernière position russe qu'ils avaient. Et donc ils ont progressé de 2,5 km en profondeur, ce qui fait qu'ils ont, d'après les sources, pris entre 15 et 25 km² en une journée, ce qui est très largement supérieur à ce que les Russes faisaient par le passé. Mais finalement, c'est surtout un basculement parce que jusqu'à maintenant, ils subissaient les attaques russes, ils faisaient souffrir énormément les Russes pour chaque kilomètre carré qui était pris. Et là, c'est à leur tour de repartir à l'offensive. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que quand les Ukrainiens poussent, eh ben, ils avancent. Quand les Russes poussent, il leur faut 10-15 jours pour obtenir le même résultat que ce que les Ukrainiens ont fait en un jour. Un basculement ? Oui, alors un basculement, je n'irai pas jusque-là. Je pense simplement que c'est une démonstration de capacité de contrôler la défensive par les Ukrainiens. C'est-à-dire que dans les derniers jours, les dernières semaines, on entendait toujours que ce soit dans le Donbass, que ce soit dans la région de Koursk, eh bien, il y avait le rouleau compresseur russe. Et là, ils viennent de démontrer que ce rouleau compresseur, il a des faiblesses et que les Ukrainiens savent saisir les opportunités qui se présentent à eux pour reprendre du terrain et faire reculer finalement les Russes. Parce que c'est plus psychologique que effectif sur le terrain. Même 25 km² en regard de ce conflit qui dure depuis 3 ans, c'est très peu. Mais c'est effectivement une interruption d'une phase dans laquelle les Russes semblaient dominer et où les Ukrainiens là, viennent de démontrer que non, ils sont capables aussi de réattaquer, de reprendre du terrain. Donc l'effet plus psychologique, basculement, si on le comprend comme étant une rupture dans une manœuvre en cours, je dis oui, mais stratégiquement non, je ne pense pas. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'en dit depuis le terrain, depuis Kiev plus précisément. Nous retrouvons Claire Cambier. Bonjour Claire. Et merci beaucoup d'être avec nous sur le terrain avec Thibaut Bruck. Claire, est-ce une offensive assumée de la part de Kiev comme étant massive, comme étant majeure, comme étant une contre-offensive ? Ce qui est certain, c'est qu'on a vu ces combats, ils s'intensifient dans la région de Kiev. Vous parliez de 2 km pris sur la seule journée d'hier. Des opérations dans au moins 3 directions. Au nord de Souja, selon l'Institut d'études de la guerre, les Ukrainiens auraient même pénétré dans la périphérie de Berdine, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Il est cependant un peu trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une contre-offensive massive, s'ils arriveront, les Ukrainiens, à poursuivre cette attaque. Ce territoire russe, on le rappelle, il a été pris dès le mois d'août. Cela fait donc du coup des mois maintenant que les Ukrainiens tentent de conserver ce petit bout de territoire et cela n'est pas facile. Ils ont perdu depuis août la moitié de ce qu'ils avaient gagné. Les Russes redéploient d'importantes troupes. On le sait, il y a aussi des soldats nord-coréens. Zelensky en parlait encore hier dans une interview à un blogueur américain. Il y aurait 3800 soldats nord-coréens qui auraient été blessés ou tués dans cette région. Alors on le sait, conserver ce territoire, c'est vraiment un des objectifs des Ukrainiens. Pourquoi ? Eh bien, pour entamer des négociations de paix, des pourparlers. Zelensky, qui a d'ailleurs évoqué hier dans une interview ces négociations, il l'a rappelé, il ne souhaite pas se mettre à la table avec Poutine et Trump. Il a demandé à Trump d'avoir d'abord des négociations en one-to-one avant seulement de se tourner vers Trump avec du coup des avancées et des points bien précis. Vous avez raison Claire, c'est important et d'ailleurs on va en reparler de ces déclarations de Volodymyr Zelensky ces dernières heures en direction de Donald Trump. Merci Claire. Sur le terrain à Kiev avec Thibaut Bruck. Je voudrais qu'on voit cette citation du chef de cabinet de Zelensky, région de Koursk, bonne nouvelle, la Russie reçoit ce qu'elle mérite. Dans quelle mesure est-ce en effet un acte déstabilisant fortement, concrètement pour Poutine, qui, Claire le disait parfaitement, a quand même envoyé les Nord-Coréens sur ce front pour essayer de se défendre? Déstabilisant, je dirais, oui, sur le plan psychologique, sur le plan de la communication. On voit bien que la réaction en termes de communication des Russes a été de dire « mais non, tout ça a été repoussé ». Donc on est dans le déni complet pour ne pas justement montrer à l'opinion publique russe que quelque part, ça repart dans le mauvais sens, si vous voulez. Mais le fait est que localement, ça va modifier la donne. Et comme je le disais tout à l'heure, probablement que d'ici au 20 janvier, qui est quand même la date fatidique, les Russes auront beaucoup de mal à reprendre du terrain dans cette zone-là. Quelle réaction imaginez de Poutine après ça ?
Poutine ne peut réagir qu'en envoyant un peu plus de missiles, un peu plus de drones, en détruisant un peu plus l'infrastructure. Ces armées sont en échec, si vous voulez, parce que même s'il a progressé, on a dit de 2 ou 3 000 km² en un an, ce n'est quand même pas glorieux pour une armée qui se compose à peu près entre 500 000 et 600 000 soldats, si vous voulez. Donc c'est vraiment une stagnation. Et là, le fait qu'ils subissent à nouveau, 3 ans après, une reculade sur leur propre territoire, alors oui, c'est une claque. Une claque pour Poutine. Donc il va réagir, mais comme je vous le disais tout à l'heure, avec ses moyens de destruction massive. Oui, Dominique. Oui, la question que j'ai envie de vous poser, Général, c'est au fond, quel effet ça peut avoir, ces mouvements sur le terrain, sur Donald Trump, la personnalité de Donald Trump. Parce qu'on voit bien que Zelensky a une stratégie qui est assez habile. Il est à la fois fort et flatteur. Fort sur le terrain, montrer que Donald Trump aime les hommes forts. Donc, sur le terrain, je tiens le terrain et j'avance. Et il est flatteur en même temps, puisqu'il a fait des déclarations, mais incroyables, sur Donald Trump. Je vous en cite une. Il a dit « Je vois à présent que lorsque je parle de quelque chose avec Donald Trump, que ce soit en personne ou au téléphone, tous les dirigeants européens me demandent comment ça s'est passé. Ça montre l'influence de Donald Trump. Ça n'est jamais arrivé auparavant avec un président américain. » Donc il est sur les deux tableaux à la fois. Il flatte Donald Trump. Et on sent bien que la personnalité de Donald Trump peut être sensible à ça. Alors, en général. Eh bien, je crois qu'il est très habile en termes de relations humaines, ce président Zelensky. Et effectivement, après avoir flatté comme ça le futur président des États-Unis, pour celui-là, ça va être difficile de lâcher l'Ukraine en rase campagne. Ça serait montrer que le jugement qu'on avait porté sur lui était erroné, à un moment où il a précisément besoin de prestige. Donc je crois que c'est très très habile. Et puis, comme vous le disiez, Donald Trump n'est pas réputé pour aimer les faibles, il aime les forts, donc il n'aime pas les losers. Donc quand un petit pays qui résiste à un grand depuis 3 ans montre que 3 ans après, il est encore capable de lui faire mal, ça va dans le bon sens. Je vous le disais, on va revenir dans quelques instants sur ces déclarations de Volodymyr Zelensky, mais je voudrais juste savoir si du côté du front, les choses pourraient effectivement se retourner en faveur de l'Ukraine. Le colonel Goya sur ce plateau hier soir, regardez. Les Ukrainiens ne sont pas battus du tout, qu'ils peuvent prendre l'initiative, peuvent mener des opérations offensives aussi, porter des coups, et que c'est pas plié, l'affaire n'est pas pliée du tout, quoi, et que même ça, éventuellement ça pourrait durer comme ça, et que peut-être, que sait-on jamais, dans l'année 2025, fin 2025, les choses pourraient se retourner. Les Ukrainiens ne sont pas battus du tout. En 2025, les choses pourraient se retourner. Bon, les Ukrainiens ne sont pas battus. Effectivement, ils l'ont démontré. Il y a 1 an, on était très pessimiste sur le fait de savoir s'ils allaient pouvoir passer l'hiver. Il y avait même des commentateurs ici qui disaient peut-être les Russes seront à Kiev à la fin de l'été, etc. Ça ne s'est pas produit. Donc, on voit bien que les Ukrainiens tiennent le coup, si vous voulez, et résistent très bien aux Russes. Est-ce que de là à penser qu'ils vont reconquérir le terrain occupé par les Russes, pas seulement depuis 2022, mais depuis 2014. Est-ce que ça va être possible? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, pas à court terme. Le seul renversement qui pourrait se produire, c'est s'il y avait une déstabilisation interne du pouvoir en Russie. À ce moment-là, il y aura certainement une grande confusion qui fait qu'il peut y avoir une démoralisation. On sait que les soldats russes ne sont pas toujours aussi motivés que les Ukrainiens dans cette guerre. Donc on pourrait aussi assister à ça. Mais sur le plan tactique et avec le rapport de force actuel, moi, je pense qu'on ne peut pas envisager que les Ukrainiens reprennent. Alors après, il est possible que localement, si on leur donne les armes qui vont bien, parce que là, il faudrait développer aussi un autre aspect qui est celui des armes de supériorité. Les Ukrainiens sont inférieurs en nombre, ils sont inférieurs en armes, il faut leur donner des outils de supériorité, si on le veut, qu'ils compensent le déficit. Alors ils le font avec leur agilité tactique, on l'a vu, mais ils ont besoin d'armes, si vous voulez, qui dominent les armes des Russes, qui tirent plus vite, plus loin, pour justement compenser le gap différentiel de puissance. Voilà. Ces dernières heures, je le disais tout à l'heure, effectivement, une déclaration importante d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui dit qu'en effet, la position de Kiev dans cet endroit à Koursk est majeure pour la suite, pour les négociations. On va l'écouter. Their position in Kursk is an important one
Leur position à Koursk est importante car cela va jouer sur les négociations qui vont se tenir cette année. Ce sera vraiment important, surtout s'il y a éventuellement un cessez-le-feu. Ce sera dans les meilleures conditions, que ce soit à la fois juste et durable. Question qui va sembler peut-être ridicule, mais est-ce qu'il y a quand même une articulation, peut-être en ce moment, de l'administration Biden avec l'administration de Kiev pour dire, là, on envoie le message à Koursk maintenant, ça nous permet de dire que vous êtes en position de force. Vous voyez ce que je veux dire? Acte 1, vous avancez sur le terrain. Acte 2, on prend la parole pour dire que c'est important. De toute façon, les deux administrations, Biden et Trump, ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Et tout ce qui peut aider l'Ukraine, on a vu que Joe Biden avait profité de ce temps où le président Trump est élu et pas encore investi pour dégager les milliards à l'Ukraine qui étaient déjà votés par le Congrès. Et Trump a tout intérêt à ce que l'Ukraine soit en position de force pour pouvoir, lui, arriver ensuite comme le faiseur de paix. Mais là, et le fait que l'investiture de Trump, en fait, évidemment, et c'est ce que le jackpot qu'attendent les uns et les autres, pour des raisons différentes. Vladimir Poutine se dit qu'il sera peut-être un allié, et Zelensky, comme vous l'avez souligné, au fond, les Ukrainiens le voient aussi comme un espoir, sachant que finalement, ils n'attendaient plus rien de l'administration Biden qui n'aidait pas vraiment, qui essayait de faire en sorte que la Russie ne gagne pas, mais pas qu'elle perde la guerre. Et ils étaient finalement très déçus par le manque de mobilisation de l'administration américaine. Et ils se disent que Trump, qui n'aime pas les losers, qui est un homme fort et qui veut passer pour un winner, sera celui qui finalement se retournera pour aider les Ukrainiens. Et là, on n'est plus, enfin vous allez peut-être me contredire, général, mais on n'est plus dans une logique militaire, on est vraiment dans une logique de négociation. C'est-à-dire que les deux parties attendent le moment où Trump arrivera peut-être en disant on gèle la ligne de front, et donc il s'agit de gagner, d'être en position de force au moment où ce gel arrivera. Et c'est là que le coup de génie, quand même, le coup de génie tactique des Ukrainiens d'avoir percé en territoire russe, ça a créé, comme vous disiez, une sidération psychologique. C'est la première fois que les Russes voient une armée étrangère sur leur terre depuis 1945. Et surtout, ce qui est assez génial, c'est que ça chamboule complètement l'objectif de Poutine. C'est qu'il est maintenant fixé sur l'idée de reconquérir ce territoire perdu, parce que c'est quand même la honte vis-à-vis des Russes d'avoir des Ukrainiens qui ont conquis une partie de territoire russe, même infime. Et du coup, il est obligé de se mobiliser. Et qu'est-ce que ce sera? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que ça vaudra comme monnaie d'échange dans la perspective de négociation? Qu'est-ce que Koursk, s'ils continuent à gagner du terrain à Koursk, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut cher quand même, comme élément de négo. Pour apprécier l'impact du rapport de force militaire sur le rapport de force politique qui se situe en amont de cette négociation, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est de considérer, de comparer la situation des deux pays. La prise de la région de l'oblast de Koursk, en partie, une petite partie, c'est quelques kilomètres carrés dans un pays qui en fait 17 millions. Ce qui se passe dans le Donbass en Ukraine, c'est 20% du territoire de l'Ukraine. Donc vous voyez déjà, ça se situe en termes de quantité simplement. Mais après, il y a le symbole. Voilà. Alors derrière, il y a le symbole, il y a l'aspect psychologique. Et effectivement, Vladimir Poutine s'emploie depuis longtemps à masquer ce qui se passe et à dire, finalement, il aurait pu dire, oh là là, mais nous sommes vraiment attaqués, comme je vous l'avais dit, mobilisation générale. Mais ça ne marche pas. Il sait bien que par rapport à son opinion publique, les gens n'ont pas un regard très positif sur ce qui se passe en Ukraine et au fil du temps, de moins en moins, à travers ce qu'on peut apprendre par les sondages officiels ou non officiels. Et donc cet aspect-là, il est obligé de le masquer, mais si jamais les gens le voient de plus en plus, effectivement, ça va peser dans la négociation parce qu'il aura à cœur de provoquer l'évacuation de son territoire par les Ukrainiens. Donc voilà, ça peut jouer.
avec une certaine limite que je soulignais tout à l'heure en termes de quantité, parce qu'il faut apprécier les choses à travers ces valeurs-là, mais sur le plan psychologique et sur le plan de la politique interne, ça a une valeur certaine, et donc ça servira pour la négociation. Et donc pour les Ukrainiens, ne pas arriver en loser. Vous avez utilisé ce mot, vous n'êtes pas la seule. Le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky utilise ce mot de loser. Il dit ceci: une position forte sur la ligne de front influencera grandement l'administration de Trump. Les Américains aident les forts, personne n'aime les losers. Tout est résumé là, Tristan Banon? On l'a dit souvent, de toute façon, on sait que depuis l'élection de Trump, l'enjeu, c'est dans quelle position seront les Russes et seront les Ukrainiens au 20 janvier. Tout se joue maintenant. On a vu que les Ukrainiens ont subi des attaques d'une force qui était peu commune en tout début d'année. On voit là que, très intelligemment, Volodymyr Zelensky essaye de pousser au maximum son avantage pour que le 20 janvier il soit dans une position de force. Finalement, j'ai l'impression que la vraie question, c'est de savoir, parce qu'on sait que désormais, les deux camps sont plus ou moins d'accord pour commencer à discuter, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur la paix qu'ils veulent, en plus, sur la forme de paix qu'ils veulent l'un et l'autre. Et donc, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que cette percée peut permettre à Volodymyr Zelensky d'imposer ou en tout cas d'influer pour que ça aille vers la paix qu'il souhaite lui, qui est une paix armée, qui est une paix... Et pas une capitulation. Il est certain qu'au-delà de l'équilibre des forces militaires et politiques que je soulignais tout à l'heure, il y aura un aspect capital. C'est le poids que les États-Unis veulent mettre dans cette négociation pour l'infléchir d'un côté ou de l'autre. Si M. Trump arrive à la négociation en disant « Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le business. Donc, arrangeons-nous pour cesser cette guerre stupide et reprendre des échanges productifs pour tout le monde. » Tout ce que nous avons dit avant risque d'être assez léger. Mais s'il considère que stratégiquement, pas seulement sur l'Europe, mais aussi sur la position des États-Unis dans le monde, c'est un élément important pour lui d'obtenir une paix juste, c'est-à-dire une paix dans laquelle les Russes reculent. Il faut... Ce ne soit pas une capitulation en réalité. Alors personne ne va capituler depuis le début, on le sait, mais c'est la ligne sur laquelle ça va se faire qui est importante. Et là, le poids que mettra Donald Trump dans la négociation, poids des États-Unis, aura un rôle essentiel. Primordial, même encore Volodymyr Zelensky. C'est le moment où on va l'écouter, Volodymyr Zelensky. Je vous laisse la main juste après. Volodymyr Zelensky, qui veut s'accorder avec Trump avant de parler avec Poutine. Il l'a dit ces dernières heures, on va le réécouter. Nous nous asseyons. D'abord avec Trump. Nous nous mettons d'accord avec lui sur la manière de mettre fin à la guerre, d'arrêter Poutine. Il est important pour nous de nous asseoir avec lui. Trump et moi parviendrons à un accord et ensuite nous pourrons parler aux Russes. Oui, Dominique. Oui, c'est intéressant. C'est l'extrait d'une interview qui a fait plus d'une heure, qui a été donnée par Zelensky fin décembre à un YouTuber américain. Qui a été, d'ailleurs, les questions étaient posées en russe et il a répondu en ukrainien. C'est une interview tout à fait intéressante. Mais il y a on est un peu enthousiaste sur la stratégie de Zelensky. Attention à ne pas oublier les Européens, quand même. C'est-à-dire, on parle toujours du mano à mano entre l'Ukraine et les États-Unis. Enfin, les Européens, d'abord, c'est notre frontière. Ensuite, ce sont quand même si les moyens américains sont considérables, l'Europe n'est pas complètement, non pas désarmée, mais l'Europe existe. Elle consomme pas mal d'argent, elle consomme pas mal de matériel. Donc je pense que Volodymyr Zelensky, il a intérêt quand même à ne pas oublier totalement le continent européen sur lequel il est. Et la place de l'Europe, ça dépendra de ce que veut faire l'Europe elle-même. Mais attention à ne pas oublier le vieux continent. Je crois d'ailleurs que dans son intervention, il a signalé que les Européens avaient un rôle important à jouer. Il dit précisément, je suis sûr qu'il pourra, en parlant de Trump, offrir des garanties fortes de sécurité avec l'Europe et ensuite nous pourrons parler aux Russes. Exactement. Mais force est de constater, moi j'aimerais que ça soit différent, mais que le destin de la sécurité de l'Europe, une fois de plus, échappe aux Européens. Même si ils ont un rôle, mais ils ont un rôle secondaire. Ce n'est pas eux qui pilotent la manœuvre, c'est véritablement les États-Unis. Alors, est-ce que demain, si jamais les États-Unis se retiraient avec un accord ou pas, est-ce que les Européens seraient en mesure de enfin faire preuve d'unité d'action? Parce que ce n'est pas de moyens dont on manque en Europe, c'est d'unité d'action. C'est parce que nous sommes trop divisés, c'est parce qu'on n'a pas été capable de faire en
entre Européens une organisation comme l'OTAN. Nous pourrions le faire, mais on ne l'a pas fait pour des raisons politiques. Mais vous voyez Trump offrir des garanties fortes de sécurité avec l'Europe, pour reprendre les mots de Zelensky ? Je pense qu'il y a un intérêt américain. L'intérêt stratégique des Américains pour l'Europe, il n'est pas faible. C'est important. Regardez les échanges économiques qu'il y a, je parle sous votre contrôle, entre les deux pays. Donc c'est quelque chose de très important. Mais le prix d'un événement comme la guerre d'Ukraine, que je ne compare pas avec la situation de la guerre froide. La guerre froide, c'était vraiment une confrontation bloc à bloc. Ici, il y a une guerre avec un pays qui n'est d'ailleurs pas dans le bloc atlantique pour l'instant, enfin transatlantique. Et pour les Américains, c'est pas un sujet aussi majeur que l'était la présence de l'armée rouge sur la frontière interallemande jusqu'en 1989, si vous voulez. Mais attention à ne pas être les dindons de la farce. C'est-à-dire, si les Américains disent non, l'Ukraine, disent aux Russes, non, l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN, mais vous, les Européens, accueillez l'Ukraine dans l'Union européenne. Attention, est-ce que l'Union européenne a envie d'avoir l'Ukraine au sein des 27-28 ? C'est une question sur laquelle peut-être que l'Europe a son droit de regard. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a dans le traité de Lisbonne un fameux article 42.7 qui dit que la solidarité est sans limite entre les pays membres de l'Union européenne en cas d'attaque contre l'un d'eux. Le problème, c'est que la défense principale de ces mêmes pays n'est pas assurée dans cette organisation, mais dans une autre qui s'appelle l'OTAN. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a un lien, si vous voulez, qui est absolument obligatoire entre les deux organisations. Alors, le futur, c'est quoi ? Soit on est capable de faire une planification européenne avec un leadership européen dans l'OTAN et un soutien plus ou moins grand des Américains, ou bien il faudra créer ça à l'extérieur. Et le 20 janvier va être pour moi le déclencheur, non pas de cette réflexion-là, mais des mesures à prendre pour aller dans un sens ou dans un autre. Ancien directeur général de l'état-major militaire de l'UE, vous savez de quoi vous parlez sur ce dossier ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et juste, je voulais revenir effectivement sur ce que Dominique mettait en lumière il y a quelques instants, le ton très élogieux de Volodymyr Zelensky. J'ai envie de dire comme jamais, peut-être, lors de cette interview, de cet entretien. On va l'écouter, cet autre extrait de Volodymyr Zelensky. Je vois à présent que quand je parle de quelque chose avec Donald Trump, que ce soit en personne ou au téléphone, tous les dirigeants européens me demandent comment ça s'est passé. Cela montre l'influence de Donald Trump. Et cela n'est jamais arrivé auparavant avec un président américain, de ma propre expérience. Cela vous donne confiance qu'il puisse mettre fin à cette guerre. Il dit aussi « J'adore le message du président Trump quand il me parle. Je pense que nous partageons cette idée de paix grâce à la force qui est très importante. » Et ça vous a beaucoup interpellé. Oui, parce que c'est vraiment le domaine de la flatterie, mais ça marche toujours. Vous savez, personne ne résiste jamais à la flatterie, ni vous, ni moi, ni Donald Trump. Ni Donald Trump, et on sait que moins que les autres encore. Donc c'est effectivement assez malin. Bon, c'est tactique, c'est stratégique. Alors nous verrons à partir du 20 janvier si toutes ces manœuvres changent vraiment la donne et ont un effet, c'est pas totalement certain. Tout le monde dit, ok, c'est bien, c'est malin. Je suis pas certain que ça emporte le morceau de A à Z. Pardon pour les questions de base, mais ça peut rendre Poutine furieux également. Si effectivement Trump devient l'allié de Zelensky, ou en tout cas présenté comme tel, ça risque de se compliquer pour les discussions Trump-Poutine, non ? Mais je pense que Poutine n'a aucun doute sur le fait que Trump soit l'allié de Zelensky. Ouais. Le problème, la question que se pose Poutine, c'est quel poids les Américains sont prêts à mettre pour faire en sorte que l'Ukraine ne subisse pas finalement le diktat de Vladimir Poutine. C'est ça la vraie question. Donc c'est une question d'intérêt, si vous voulez. Et quel intérêt Donald Trump va trouver dans le fait de faire gagner un peu plus ou perdre un peu moins l'Ukraine dans le conflit qu'il oppose à la Russie. Où va son intérêt ? C'est la question. Voilà. C'est l'intérêt des États-Unis et l'idée que s'en fait Donald Trump. C'est pour ça que c'est le facteur décisif et qu'on parle tous du 20 janvier, et malgré la bonne volonté des Européens et leur volonté d'aller plus loin. Attention à ne pas oublier que l'ennemi principal, enfin le non-allié principal de Donald Trump, c'est la Chine. Les États-Unis sont dans une compétition historique, stratégique, bien au-delà de l'Ukraine. C'est beaucoup plus important que l'Ukraine. C'est qui sera la puissance mondiale du milieu du XXIe siècle.
C'est là-dessus. Ça se joue sur tous les compartiments. Parce qu'avec l'Ukraine, il y a le compartiment de la sécurité. Mais avec la Chine, c'est complètement autre chose. C'est économique, c'est technologique, c'est de l'influence globale. Donc c'est beaucoup plus important. Justement, on se demandait sur ce plateau-là, avant la fin de l'année, si la Troisième Guerre mondiale ne serait pas en réalité en 2025 économique. Par ce prisme-là, en réalité, États-Unis, Chine, etc. Et que ça, c'était la priorité. Elle l'est déjà. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de guerre mondiale, parce que dans un cas en Ukraine, il y a des morts, il y a de la boue, il y a de la violence, c'est sanglant, c'est épouvantable. Là, la guerre économique, c'est quand même, non pas avec des gants blancs, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition qui est sur tous les segments. Je parlais de la technologie. On a appris il y a quelques semaines que les Chinois avaient mis au point l'équivalent de ChatGPT chinois, qui est de très grande qualité aussi. Et donc, en fait, cette compétition se joue, et je dois dire que malheureusement, les Européens, sur ces territoires-là, ne sont pas très puissants pour l'instant. Mais en effet, ce sera certainement la conclusion de notre entretien, ça se joue surtout entre Chine et États-Unis désormais. C'est ça la priorité de Trump en réalité. Disons que ça se joue entre les États-Unis et les pays qui contestent leur leadership et leur domination. Et ces pays, il se trouve que ce sont plutôt des autocraties et qu'ils savent se donner la main contre un adversaire qu'ils considèrent comme un adversaire commun, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Donc, ce que vous dites par rapport à la Chine, c'est une partie, c'est la partie essentielle, de la rivalité qui va opposer les Américains, et je dirais plus largement les Occidentaux et les démocraties, contre cette alliance des autres pays qui sont des autocraties.